Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voilà déjà un an que Donald Trump a réinvesti la Maison-Blanche à mi-chemin des élections de mi-mandat. Quel premier bilan peut-on tirer de celui-ci ? Comment comprendre ces gesticulations géopolitiques ? Décryptage dans un instant. Retour en France ensuite, le cornu sauve sa tête grâce à un budget qui penche à gauche. C'est bel et bien l'épilogue de la saga budgétaire et il s'est joué au 49.3. Et puis les municipales sont bien lancées et Sarah Knafo part à l'assaut de la capitale. Le maître mot de sa campagne, faire de Paris une ville heureuse. Une sacrée entreprise que la candidate de droite entend mener tambour battant pour s'imposer dans le jeu parisien. Donald Trump fête son deuxième premier anniversaire à la Maison-Blanche. Pour l'occasion, le président américain a visiblement décidé de se payer Macron, une opération à l'image de son action depuis son retour au pouvoir. America First. Le slogan de Trump était partout, mais personne n'avait visiblement compris ce qu'il induisait vraiment. Pourtant, derrière l'Amérique d'abord, il fallait avant tout voir que le reste du monde viendrait après. Et c'est bien cette ligne de conduite que Donald Trump suit depuis son retour à la Maison-Blanche, il y a tout juste un an. Celui-ci a commencé en fanfare sur le terrain national avec la mise en scène des signatures de décrets mettant un coup d'arrêt au wokisme, à l'immigration clandestine et à déréglementation des affaires, ainsi qu'au subside des officines de déstabilisation telles que l'USAID grâce au concours d'Elon Musk. Au rang des effets positifs, une croissance plutôt embellie avec un chiffre supérieur à 4% pour la fin de l'année 2025 et une inflation contenue. Certains signaux montrent aussi que le secteur industriel repartirait dans le bon sens, sans doute grâce aux droits de douane qui ont un effet direct sur les délocalisations. Concernant le chômage et le niveau de vie, il est un peu tôt pour évaluer l'action de Donald Trump, mais ses soutiens affirment que les prochaines étapes fiscales rendront du pouvoir d'achat aux Américains. Le pays, déjà en tension sous l'ère de Joe Biden, reste très fracturé, avec une opposition de plus en plus radicale entre les partisans des démocrates et des républicains. Les récentes actions de la police de l'immigration ont une nouvelle fois montré les affrontements entre les deux bords, aiguisés par la bavure de Minneapolis, où un policier a abattu une manifestante qui refusait d'arrêter son véhicule. Les chiffres de l'immigration ont toutefois radicalement baissé, avec un solde migratoire négatif, une première depuis 50 ans. Ce bilan intérieur sera probablement le principal point qui motivera le vote des Américains dans un an pour les élections de mi-mandat. Mais les résultats sur la scène internationale auront sans doute aussi une incidence. D'abord, une partie de la base électorale de Donald Trump attendait de lui qu'il se détourne radicalement des affaires extérieures, désir qui restera pour le moins inassouvi. Cela tente sur le thème géopolitique, la paix en Ukraine, un échec cuisant lié aux incursions européennes gangrénées par les vestiges néoconservateurs qui n'ont pas pour autant quitté complètement l'État profond américain. Et si ce revers colle à la peau de Donald Trump depuis ses promesses de campagne, il aura toutefois réussi son défi America First sur ce dossier. En effet, s'il n'a pas rétabli la paix, il est parvenu à faire payer aux Européens les armes américaines envoyées à Kiev. Je n'ai pas encore décidé du nombre, mais ils vont en avoir car ils ont besoin de protection. Mais l'Union européenne paie pour ça. Nous ne payons rien pour ça, mais nous allons les envoyer. Ce sera des affaires pour nous. Nous leur enverrons des patriotes dont ils ont désespérément besoin parce que Poutine a vraiment surpris beaucoup de gens. Il parle gentiment et puis il bombarde tout le monde le soir. Donc il y a un petit problème là et je n'aime pas ça. Une belle prouesse qui stoppa l'hémorragie budgétaire en flattant le complexe militaro-industriel américain, naguère acquis à la cause belliciste des néoconservateurs de l'ère démocrate. Ce positionnement n'a nullement empêché Trump de se rapprocher de Vladimir Poutine pour cultiver les débouchés économiques entre les deux pays, pendant que l'Europe s'acharne sur les sanctions qui lui nuisent. Donald Trump a ensuite voulu conquérir son Nobel de la paix sur le terrain proche-oriental. Résultat, un cessez-le-feu à Gaza qui n'a que le nom puisque les frappes se poursuivent encore aujourd'hui. Les relations avec l'Iran sont également source d'inquiétude pour la planète, après des frappes menées lors de l'opération Marteau de minuit pour détruire les installations nucléaires. Les manifestations à Téhéran sont aussi le manteau d'une potentielle intervention plus ou moins officielle à laquelle Trump ne semble pas encore avoir cédé. L'enlèvement de Nicolás Maduro et de son épouse, exfiltrés du Venezuela au saut du lit par des forces spéciales américaines, a montré qu'Hollywood n'avait parfois rien à envier à la réalité. Dans cette affaire, les questions de trafic de drogue ont permis de faire passer au second plan les intérêts pour le pétrole que les industries américaines savent déjà extraire. Reste que l'opération rocambolesque et l'instabilité du pouvoir par intérim dissuadent en partie les entreprises américaines de s'y investir vaillamment pour le moment. Sont venues ensuite les velléités sur le Groenland,
suivant une logique de vision continentale de Trump, lui assurant profondeur stratégique et richesse de matières premières. De quoi mettre l'Europe en émoi sans que cela soit de nature à faire changer d'avis le président américain. Pas qu'ils vont trop résister. Il faut qu'on l'ait, il faut qu'ils le fassent, ils ne peuvent pas le protéger. Le Danemark, ce sont des gens formidables, et je connais les dirigeants, ce sont des gens très bien, mais ils n'y vont même pas. Et vous savez, parce qu'un bateau y est allé il y a 500 ans, puis en est reparti, ça ne vous donne pas un titre de propriété, donc nous en reparlerons avec les différentes parties. Un constat de faiblesse qui n'est pas démenti par l'envoi sur place des 15 chasseurs alpins français. Pas non plus par les récents messages d'Emmanuel Macron que Trump a publiés sur son propre réseau social. Le président français proposait ainsi à Trump d'organiser un G7 après leur raout de Davos pour évoquer la question du Groenland, mais aussi une sorte de pot-pourri géopolitique, puisqu'il voulait inviter les Syriens, les Ukrainiens, les Russes et même les Danois. La publication de ce message par Trump, en plus de son commentaire rappelant qu'Emmanuel Macron n'avait plus que quelques mois à passer à la tête de notre pays, a servi de réponse. Une humiliation bien méritée pour Emmanuel Macron qui avait lancé la mode de la divulgation des conversations diplomatiques avec les révélations d'un appel téléphonique avec Vladimir Poutine, diffusé par la télévision française. Et comme si la coupe n'était pas pleine, Trump a même menacé directement le président français. Ce que je vais faire, c'est que si les Français se montrent hostiles, j'imposerai des droits de douane de 200% sur ces vins et ces champagnes. Et Emmanuel Macron se joindra à nous. Mais il n'est pas obligé de le faire. S'il dit qu'il refuse de rejoindre le Conseil de paix, il me le dira probablement d'une manière un peu différente, mais s'il l'a vraiment dit, comme vous le savez, il ne sera plus en fonction dans quelques mois. Pendant quelques mois. Un nouveau camouflet pour Emmanuel Macron qui n'aura pas vraiment pu compter non plus sur Ursula von der Leyen. Nous considérons le peuple américain non seulement comme nos alliés, mais aussi comme nos amis. Nous plonger dans une spirale négative ne ferait qu'aider les adversaires que nous sommes tous deux déterminés à maintenir hors du paysage stratégique. Notre réponse sera donc ferme, unie et proportionnée. Ferme, unie et proportionnée. En réalité, car pète. Et tout porte à croire que Donald Trump arrivera à ses fins d'une façon ou d'une autre. En effet, l'objectif est très pragmatique, les terres rares. Et le président américain sait combien ces ressources sont cruciales dans les années à venir, notamment pour redresser son industrie de la technologie. Car pour l'heure, les États-Unis sont toujours bien dépendants des importations de terres rares chinoises. Une véritable humiliation pour Donald Trump qui a causé sa défaite au bras de fer sur les taxes douanières avec Pékin. Pour suivre son objectif America First, l'écrasement de ses voisins, voire de ses prétendus alliés, n'est donc qu'un dommage collatéral. Et dans cette action, on reconnaît volontiers à Donald Trump l'abandon longtemps cultivé de l'hypocrisie droit-de-l'hommiste, servant de paravent aux opérations de déstabilisation américaine. L'heure est désormais à la clarification. Le président américain ambitionne une indépendance et une souveraineté totale de son pays, coûte que coûte, et c'est l'Europe qui paie, elle qui a abandonné depuis longtemps ses objectifs stratégiques. Le crépuscule budgétaire du macronisme tourne au fiasco. Sébastien Lecornu emploie finalement l'article 49.3, un outil qui permet de sauver la tête de nombreux députés et ministres et entérine aussi un budget au relents socialistes. Le point d'Olivier Frère-Jacques. Enfin, faut être humble. C'est un semi-succès, semi-échec. Ça a fonctionné sur la sécurité sociale, personne n'y croyait. Et ça a eu un mérite énorme, de remettre du sérieux et du calme dans la vie politique du pays. Parce qu'au fond, quand même, la première mission du gouvernement de la République, c'est de donner un budget à la nation. Fausse humilité et demi-victoire, Sébastien Lecornu a bien eu recours au 49.3 pour son budget. En matière de finances publiques, il a fait passer un budget de gauche et politiquement, il a sauvé la tête de ses députés et de son gouvernement. C'est donc un succès pour les politiciens en place, pas pour les Français en général et les entreprises et les contribuables en particulier. Après des mois de débats, les discussions sur le budget de l'État se sont enlisées, notamment en raison de divisions sur les recettes et les dépenses. Lecornu, qui s'était initialement engagé à ne pas recourir au 49.3 pour rompre avec les pratiques passées, a justifié ce revirement par la nécessité d'éviter un blocage prolongé. Et d'ailleurs, dans les nombreuses paroles que j'ai pu avoir et prendre, c'était de donner un budget à la nation. Et l'abandon du 49.3 était une des conditions pour y arriver. Depuis plusieurs jours, on s'aperçoit que le 49.3 devient la condition pour avoir un budget. Je
suis pas têtu. Le contexte politique est marqué par l'absence de majorité absolue depuis la dissolution de l'Assemblée en juin 2024, qui rend donc l'usage du 49.3 assez logique, même s'il contrevient à un engagement initial. Le risque pour le gouvernement était alors la censure, et il fallait donc s'attirer les bonnes grâces des socialistes. C'est ce qui a été fait avec des concessions majeures, comme le maintien d'une surtaxe de 8 milliards d'euros sur les bénéfices des grandes entreprises, l'annulation de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, la hausse de la prime d'activité, la généralisation des repas à 1 euro pour les étudiants et les crédits supplémentaires pour l'éducation et le logement social, c'est-à-dire essentiellement pour les populations halogènes. Ces mesures visent à contenir le déficit public à 5% du PIB, tout en préservant la fiscalité pour la majorité des entreprises et des ménages. Le guignol politique peut ainsi continuer avec les socialistes qui sont accusés d'être une fausse opposition par LFI, mais qui ont effectivement obtenu des concessions, comme l'explique le député PS Jérôme Guedj. On va nous traiter de sociotraite, je peux vous faire le catalogue, de sociotraite, de coalition, de béquilles, de supplétifs, de tout ce que vous voulez, voilà. Mais ça, c'est la position de ceux qui ont fait le choix, qui leur incombe, qui en tirent les conséquences, d'être dans la posture inutile. Voilà. Le fait de se dire, hormis la dissolution ou hormis la destitution du président de la République, point de salut. Écoutez, nous on essaye de trouver un chemin. Donc, on va être zen, on va être détendu. Détendu jusqu'aux prochaines élections, car en l'état, les socialistes, sans coalition avec LFI et le reste de la gauche, risquaient de perdre encore des plumes. LFI, justement, se pose en champion de l'opposition et a évidemment déposé une motion de censure accablant les camarades socialistes, à l'image de la présidente du groupe à l'Assemblée, Mathilde Panot. Tout ce qui sont les grandes victoires du Parti socialiste. La première des grandes victoires, je rappelle, c'était l'abandon du 49.3. Chapeau les artistes, puisque maintenant, ils utilisent le 49.3. La deuxième, c'était la suspension de la réforme des retraites, qui n'est pas suspendue, mais décalée d'un an, qui leur a fait approuver le principe de la retraite à 64 ans. Et ensuite, quelques miettes dont ils disent qu'ils ont eu des choses. Des désaccords radicaux, mais il sera toujours temps de se rabibocher pour être élu ou faire battre le RN, quitte à voter pour des centristes. Côté droit, justement, les LR s'indignent d'un budget socialiste à l'image de Jonas Haddad, porte-parole du parti. Ce qu'on a dit au niveau des Républicains, Bruno Retailleau était très clair, ce sont des ingrédients socialistes pour un budget qui est un budget socialiste. Mais les ministres LR du gouvernement seront évidemment les bienvenus quand il s'agira de faire campagne en 2027. De son côté, le RN, par la voix de Jean-Philippe Tanguy, a assuré que le parti, présidé par Marine Le Pen à l'Assemblée, voterait la censure, rappelant au passage que le niveau d'acceptation du déficit n'a pas cessé de croître. Ah non, mais on votera forcément la censure parce qu'il y a le deuxième aspect de tout cela, c'est que les impôts n'ont pas baissé, puisque la différence avec la gauche, évidemment, c'est que nous, les quelques hausses d'impôts que l'on soutient étaient contrebalancées par des baisses d'impôts massives qui faisaient que le solde était de 20 milliards, le solde de baisse d'impôts. Madame de Malherbe, vous vous souvenez des débats il y a 10 ans, passer les 3%, les 3,5% en période de crise économique, c'était déjà scandaleux. Et maintenant, on nous présente 5% comme une mesure... Hors crise économique. Hors crise économique, comme une mesure de bonne gestion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Une gestion qui laisse à désirer pour un exécutif qui a toujours capitalisé sur la réputation de son président, présenté il y a une petite décennie déjà comme un Mozart de la finance. Les finances du pays, elles, sont désormais dans le rouge, mais le centre macroniste, le centre droit LR et le PS peuvent dormir sur leurs deux oreilles pendant un an encore, puisque de nouvelles législatives semblent désormais improbables. Reste désormais à savoir dans quel état le futur président trouvera le pays. Faire de Paris une ville heureuse. L'épreuve est de taille, mais c'est celle que Sarah Knafo veut affronter dans le cadre des municipales de mars prochain. La candidate présentait son vaste programme lundi. TVL était sur place. Tournez la page Hidalgo avec Knafo. Le défi est de taille, mais c'est celui que veut relever l'ancienne magistrate à la Cour des comptes. Une expérience qu'elle compte bien mettre à profit dans la capitale, au déficit abyssal de près de 10 milliards d'euros. Pour commencer les économies, Sarah Knafo propose donc d'arrêter les subventions de la ville à certaines associations. Je vous ai dit que je coupais les subventions aux associations qui étaient politisées et militantes en fixant des critères clairs et
pour le coup objectives, ce sont celles qui favorisent la clandestinité et l'illégalité, donc le fait d'être hors la loi. Le deuxième critère, c'est le fait qu'elles exercent des recours systématiques contre l'État ou les administrations. Là, je considère que quand on attaque des décisions qui sont censées être dans l'intérêt général, on ne peut pas bénéficier des impôts des gens. Et le troisième critère, c'est de faire des appels à voter lors des élections. Mais la jeune candidate ne s'arrête pas là. Elle affirme également vouloir couper dans les largesses de certains services mis à disposition du maire de la capitale. Je vous dis qu'il y a des postes aujourd'hui qui ne rendent pas service aux Parisiens. Quand il y a 400 personnes à la communication, monsieur, vous voyez bien qu'il y a un problème. 400 personnes pour la communication de la ville de Paris, mais c'est énorme, c'est beaucoup trop. Demain, la mairie de Paris ne fera pas de la communication, elle rendra service aux gens. Elle résoudra les problèmes des gens. Elle ne sera pas là pour faire sa propre communication. Aux économies s'ajoute un triptyque simple, sécurité, propreté et liberté. Après un constat accablant sur l'état des rues de la ville Lumière, la candidate opterait pour une privatisation de la propreté. 6 000 personnes pour privatiser la propreté. Donc dans la propreté, vous avez effectivement sur les rues la propreté et vous avez la collecte des ordures. Je privatise les deux, mais j'impose une clause de reprise du personnel pour le futur prestataire ou les futurs prestataires, puisqu'il y a 2 missions, qui demain s'occuperont de ces missions privatisées. Jacques Chirac l'avait déjà fait en 1983. Aujourd'hui, on a un retour, puisqu'on a la moitié des arrondissements parisiens qui sont effectivement collectés par le privé et l'autre moitié par le public. La Chambre régionale des comptes nous dit que le privé fait mieux pour moins cher, à hauteur de 27% moins cher. Je pense qu'il faut qu'on en tire les conclusions logiques, mais les effectifs ne sont pas responsables de ce mauvais système mis en place par la mairie. Par conséquent, pour ces effectifs, j'exigerai leur reprise dans une clause du contrat pour le futur prestataire. Une méthode différente qui devra encore faire ses preuves à l'usage du côté du logement. Véritable plaie pour les Parisiens et ceux qui travaillent dans la capitale. Sarah Knafo entend pousser la mairie à ne plus outrepasser ses prérogatives et à limiter les logements sociaux. Il faut arrêter de vouloir que la mairie de Paris devienne le bailleur social de la France entière. On ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, la mairie de Paris est la principale responsable de la crise du logement qu'on connaît à Paris, puisqu'elle préempte à chaque fois qu'un immeuble est à vendre, ou en tout cas presque à chaque fois, qu'elle empêche d'accéder à la propriété les classes moyennes parisiennes qui ne peuvent pas acheter, qu'avec le plafonnement des loyers, on a vu que ça avait créé la pénurie. Donc la mairie de Paris a passé son temps à essayer de résoudre les conséquences néfastes de sa propre mesure néfaste. En imposant par exemple les 90 jours pour Airbnb, la loi SRU elle-même prévoit que pour les communes qui ne sont pas à 25%, vous savez que ça ne pousse pas comme des champignons à logement social, donc la loi elle-même prévoit que pour les communes qui ne sont pas à 25%, il y ait un prélèvement. À l'échelle nationale, je suis évidemment pour l'abrogation de la loi SRU au regard de tout ce qu'elle a créé. Mais en attendant, la mairie de Paris peut tout à fait vendre à ses occupants le logement social. C'est une mesure de justice sociale. Un programme résolument de droite prôné par la candidate qui croit en un besoin d'alternance pour Paris. Après 25 années de mairie socialiste, tout porte donc à croire qu'Emmanuel Grégoire, le candidat de l'Union de la gauche sans la France insoumise, elle défendue par Sophia Chikirou, pâtira de sa collaboration avec Anne Hidalgo. Reste à savoir quelles alliances à droite pourront naître à l'issue du premier tour. Une étape que Sarah Knafo, dont le matériel de campagne est dépourvu de mention reconquête, a bien l'intention de laisser ouverte. Et à présent, passons à l'actualité en bref en France. Pédocriminalité, l'éducation nationale n'est pas en reste. Un ancien proviseur adjoint du lycée Bagatelle à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, âgé de 50 ans, a été mis en examen vendredi pour viol aggravé, agression sexuelle et harcèlement sur plusieurs lycéennes mineures. L'enquête, ouverte suite au signalement d'une élève, puis d'un enseignant alerté par des comportements inappropriés, a révélé des SMS insistants et des échanges fréquents avec des adolescentes. Des vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs ont été découvertes dès 2022 par son ex-épouse sur ses équipements numériques. Arrêté le 15 janvier dans les Hautes-Pyrénées, le suspect a reconnu des relations sexuelles avec au moins 3 victimes qu'il présente comme consentantes, tout en niant toute contrainte. Placé sous contrôle judiciaire, il fait l'objet d'une information judiciaire ouverte pour déterminer l'ampleur des faits et identifier d'éventuelles autres victimes. À Strasbourg, les paysans militent pour leur survie. Ce mardi, les tracteurs sont arrivés devant le Parlement européen pour dénoncer l'accord de libre-échange UE-Mercosur débattu en séance plénière par les députés. Les agriculteurs appellent les élus à saisir la Cour de justice de l'UE pour suspendre l'accord Mercosur signé samedi. La manifestation a lieu à l'appel de la FNSEA, le syndicat régulièrement critiqué pour sa cogestion avec l'État. De quoi penser à une opposition contrôlée. En effet, le préfet du Bas-Rhin a interdit toute autre manifestation que celle déclarée par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, sa succursale. Des manifestants portant le bonnet jaune de la coordination rurale ont donc été exclus
par les CRS. La France ne vendra bientôt plus de voitures, mais elle pourrait se placer sur le marché des drones. Renault s'apprête à diversifier ses activités en produisant en série un drone militaire multi-usage baptisé Chorus dans ses usines du Mans dans la Sarthe pour l'assemblage et de Cléon en Normandie pour les moteurs. Conçu en partenariat avec le groupe industriel Turgis Gaillard, ce drone téléopéré à longue portée comparable au Shahed iranien servira à la fois pour les frappes et des missions de renseignement. Piloté par la Direction générale de l'armement, la DGA, le projet pourrait déboucher sur un contrat d'environ 1 milliard d'euros sur 10 ans si les performances satisfont les exigences militaires. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie française de renforcement des capacités en drone low cost. Elle marque une diversification industrielle importante pour le groupe automobile Renault. Une solution pour améliorer le métro parisien. Au début du mois, l'entreprise bordelaise Touch Sensity a annoncé une collaboration avec la RATP pour essayer sa technologie de maintenance prédictive. Il s'agit de surveiller en temps réel les déformations et endommagements d'une pièce mécanique grâce à un revêtement à base de peinture. La technologie est placée sur le bogie, une pièce essentielle qui soutient la voiture et sur laquelle sont fixés les essieux. L'expérience est effectuée sur la ligne 13 du métro parisien qui relie Châtillon à Asnières et à Saint-Denis. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. La paix en Ukraine s'invite à Davos. Ce mardi, l'émissaire russe Kirill Dmitriev arrivait en Suisse pour participer au grand raout du Forum économique mondial. Les négociations pour sortir Kiev de la crise siégeront évidemment en bonne place. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants réunis au rendez-vous de Klaus Schwab de s'insurger contre les dernières frappes russes qui mettent peu à peu l'Ukraine dans le noir et surtout sans chauffage. Dans le message d'Emmanuel Macron adressé à Donald Trump pour proposer un G7, le président français envisageait la présence d'une délégation russe, une première depuis le 24 février 2022. Ça gaze pour Berlin. L'Allemagne a obtenu l'accord de principe de la Commission européenne pour construire de nouvelles capacités électriques pilotables, dont des centrales à gaz. Le gouvernement fédéral prévoit de lancer dès 2026 un premier appel d'offres pour 12 gigawattheures supplémentaires, dont 10 gigawattheures de centrales à gaz modernes et compatibles avec l'hydrogène, devant entrer en service au plus tard en 2031. Les 2 gigawattheures restants concerneront notamment du stockage par batterie. Cette stratégie vise à sécuriser l'approvisionnement électrique face à la sortie progressive du charbon et à l'insuffisance des renouvelables, tout en respectant les objectifs de neutralité climatique à 2045. Le plan suscite des critiques environnementales par la gauche écologique germanique qui dénonce son impact climatique à court terme. La persécution antichrétienne prend de l'ampleur au Nigeria. Dimanche, dans le nord du pays, plus de 160 personnes ont été enlevées en pleine messe lors d'une attaque d'un village isolé. Les fidèles de 3 églises différentes ont été attaqués par les gangs armés. Enlèvement contre rançon ou persécution religieuse, au Nigeria, les autorités religieuses chrétiennes évoquent des attaques visant spécifiquement leurs églises et leurs fidèles. Rappelons qu'à la fin de l'année 2025, de nombreux enlèvements ont eu lieu dans des écoles catholiques, conduisant le Nigeria à décider fin novembre l'état d'urgence. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Alexis Tarat, cofondateur du média Divergence Politique, pour évoquer les failles stratégiques de Donald Trump. Non, c'est une idée qui n'a aucun intérêt. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Quoi, donc le conseil en tant que tel pour Gaza ou l'invitation à Vladimir Poutine qui officialise un peu son retour Non, bien entendu, mais Donald Trump a officialisé la stature du président Poutine, notamment par la fameuse rencontre à Anchorage, mais par tous les échanges qu'il y a eu en amont, etc. Donc ça, la question ne se pose plus, à part pour nous, parce qu'on a une propagande en Occident qui fait qu'on veut considérer encore que Poutine n'est pas influent au niveau mondial. Mais ça, une fois qu'on a dépassé l'Europe, le reste du monde, effectivement, n'est pas du tout dans cette réalité-là. Donc ça, c'est déjà acté. Mais non, le Conseil de paix pour Gaza, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Enfin, on a aujourd'hui une organisation qui s'appelle l'ONU, qui ne fonctionne pas, mais qui est existante. On va rajouter une deuxième organisation qui ne fonctionnera pas plus, et parce qu'elle appartiendrait ou elle serait créée ou fondée par Donald Trump. Voilà, donc c'est un non-sens, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir.